Je cite la condition de l'homme moderne. La solidité, inhérente à tous les objets, même les plus fragiles, vient du matériau ouvragé. Mais ce matériau lui-même n'est pas simplement donné et présent. Il est déjà un produit des mains qui l'ont tiré de son emplacement naturel, soit en tuant un processus vital, soit en interrompant un lent processus de la nature. Cet élément de violation, de violence, est présent dans toute fabrication. L'homo faber, le créateur de l'artifice humain, a toujours été le destructeur de la nature. L'animal laborans, qui au moyen de son corps et avec l'aide d'animaux domestiques nourrit la vie, peut bien être le seigneur et maître de toutes les créatures vivantes, il demeure serviteur de la nature et de la terre. Seul l'homo faber se conduit en seigneur et maître de la terre. C'est que la nature n'a pas toujours évoqué la douceur des balades en forêt, le chant de la mer, celui des cigales, ou encore les parades amoureuses des oiseaux migrateurs. Elle s'est d'abord présentée à l'homme comme une contrainte dont il fallait s'affranchir, une altérité hostile qu'il fallait vaincre pour pouvoir la dominer. L'humanité dut-elle se faire au prix d'une guerre déclarée à la nature? Nous avons désormais conscience, en observateurs impuissants du dérèglement climatique et de la 6e extinction de masse, que notre existence est aujourd'hui menacée et nous met face à un nouveau biwium. Je cite Michel Serres dans son Contrat naturel, où il dit « La Terre exista sans nos inimaginables ancêtres, pourrait bien aujourd'hui exister sans nous, existera demain ou plus tard encore, sans aucun d'entre nos possibles descendants, alors que nous ne pouvons exister sans elle. Voici la bifurcation de l'histoire, la mort ou la symbiose. Ne faudrait-il pas alors, pour réaliser cette symbiose, nous inspirer de l'animal laborans et de sa façon d'habiter la nature, afin d'être capable de travailler à pourvoir à nos besoins sans perturber l'équilibre du milieu où nous séjournons? Car si entre les chemins divergents entre vice et vertu, il semblerait que nous ayons fait fausse route et qu'un retour en arrière est impossible, peut-être pourrions-nous au moins cesser de scier la branche de ce Y sur laquelle nous nous sommes égarés. Afin de penser cet animal laborans, des figures se présentent à nous, celles du paysan et du marin, qui vivent plongés dans le temps extérieur des intempéries, mais également celles des peuples que nous avons encore la prétention d'appeler primitifs et qui disparaissent dans le plus grand silence, en portant avec eux un savoir duquel nous pourrions certainement tirer quelques leçons de sagesse pour les années à venir. Je cite à nouveau Michel Serres. « Nous avons perdu toute mémoire de ce que nous devons à ces types d'hommes, ne vivant plus qu'à l'intérieur, indifférents au climat, sauf pendant nos vacances où nous retrouvons, de façon arcadienne et pataude, le monde, nous polluons, naïfs, ce que nous ne connaissons pas et jamais ne nous concerne. Espèces sales, automobilistes, vite laissent tomber leurs ordures parce qu'ils n'habitent pas l'espace par où ils passent et se laissent donc à le souiller. » Fin de citation. Le contrat naturel dépeint alors une rupture profonde et irrésorbable, une déconnexion totale avec la nature que nous n'habitons pas, mais que nous traversons, oublieux de ses rythmes, de ses cycles, avec un mépris insondable pour les choses que nous transformons en fétiches ou en marchandises, et une négligence tout à fait scandaleuse au vu des cris d'alarme qui fusent désormais de toutes parts de manière si assourdissante que même nos murs les plus épais ne peuvent plus aujourd'hui les étouffer. Avant de conclure, écoutons alors parler de l'animal laborans dans l'œuvre de Jean Giono, Que ma joie demeure, à travers le sage Bobby au milieu de son chant sous la voûte céleste. Il nous dit « Je crois que tout est fait pour que tout le monde soit heureux. Je crois que notre malheur, c'est comme une maladie que nous faisons nous-mêmes avec de gros chauds et froids, de la mauvaise eau et du mal que nous prenons les uns aux autres en nous respirant nos respirations. Je crois que si nous savions vivre, nous ne serions peut-être pas malades. Avec l'habitude qu'on a prise maintenant, toute notre vie, c'est lutter et nager et se battre pour ne pas sombrer. Nous fabriquons peut-être, sans le savoir, un sang spécial, un sang de dégoût, et au lieu de charrier dans notre corps, partout aux bras, aux cuisses, au cœur, au ventre et aux poumons, un sang d'appétit, notre grand tuyautage nous arrose avec du sang de dégoût. » Pour conclure, si nous nous remémorons notre propos introductif qui opposait l'autoroute des plaisirs faciles au sentier escarpé de l'exigeante vertu, peut-être faudrait-il corriger cette métaphore du Y. En effet, la voie qui mène au bien exige-t-elle tant de travail et de sueur? Le chemin qui conduit au plaisir et à la satisfaction de tous les caprices ne nous est-il pas in fine beaucoup plus coûteux, laborieux et pénible? Si faire le bien se traduisait par une forme d'ascèse, faire le moins pour faire le mieux, en quoi cela devrait-il nous dissuader de le faire ?